En accord avec les organisateurs de ce colloque, je vais orienter cette intervention autour de la réforme à l'accès aux études de médecine. Alors, Emmanuel Macron, ça n'a échappé à personne, annonçait en 2018 la fin du numerus clausus dans la formation des futurs médecins. Cette suppression se doublait d'une refonte de l'accès aux études médicales débouchant vers la médecine, l'odontologie, la pharmacie et la maïeutique. Au mois de décembre 2018, le rapport rendu par le professeur Saint-André tirait un constat sévère de l'ancien PACES. Dans le sillage de son rapport, de nombreuses voix se sont fait entendre pour réclamer la réforme profonde que le rapport Saint-André appelait de ses voeux. La nécessité d'améliorer l'accès aux soins en France a été prise en compte avant toute chose. Et pour tenter de remédier à un phénomène de désertification médicale abondamment commenté dans la presse, le numerus clausus a été remplacé par ce que l'on appelle désormais le numerus apertus, fixé par les universités en relation avec les agences régionales de santé et en fonction tant des capacités d'accueil dans les universités que des besoins de la région en praticiens. En application de cette méthode du numerus apertus, on estime que l'augmentation des admis en deuxième année dans l'une des grandes spécialités de santé pourrait s'élever entre 13 et 20%. Dans le même temps, on imaginait que le recrutement des étudiants en santé, à partir d'une licence non médicale dispensée dans les antennes locales des universités, fera qu'une fois que ces étudiants seront devenus praticiens, ceux-ci reviendront naturellement exercer dans leur localité d'origine. C'est ce que l'on appelle, avec plus ou moins de bonheur et de façon plus ou moins documentée, je pense, le phénomène du saumon, comme le fameux poisson. On espère que les futurs praticiens s'en retourneront frayés dans le département de leurs origines. Outre la nécessité de lutter contre le manque de médecins, l'enjeu est ensuite de diversifier le profil des praticiens. On recherche, cette fois, de futurs médecins disposant d'une formation complémentaire au domaine strictement biomédical. En médecine, on ne s'occupe pas que de maladies. On soigne avant tout des malades dont l'écoute et la compréhension sont souvent nécessaires au bon diagnostic, et la question de la compréhension de l'humain dans sa dimension autre que biologique se pose avec acuité lorsqu'on aborde des problématiques liées au grand âge, aux maladies chroniques, aux soins palliatifs ou ne serait-ce qu'à la détresse de l'entourage familial des malades. Des professeurs en médecine en venaient à voir dans l'ancien PACES une usine à fabriquer des clones. On recrutait des étudiants de valeur, rigoureux et travailleurs, mais dans le profil psychologique, ce sont mes collègues médecins qui le disent, dont le profil psychologique serait plutôt pointilleux, pour ne pas dire obsessionnel dans nos nombreux cas, avec trop souvent les œillères d'une spécialité. Dans ces conditions de formation, franchir le pas de la confrontation aux patients semblait ne pas se faire sans mal. Le fonctionnement de l'ancien PACES emporterait enfin, selon le rapport Saint-André, un gigantesque gâchis humain. Le nombre très important de candidats demeurait en décalage avec un numerus clausus beaucoup plus bas. Le taux d'échec, en moyenne de 80%, suscitait un mécontentement d'autant plus grand que les étudiants recalés en santé devaient reprendre ab initio de nouvelles études après 2 échecs en PACES. Ainsi, la question combinée de la réorientation d'une licence de spécialité vers les études de santé ou des études de santé vers une autre discipline académique pourrait, si l'on en croit les rapports, pourrait contribuer tant à diversifier le profil des praticiens qu'à améliorer les conditions de poursuite des études des étudiants recalés en médecine. Désormais, une double voie d'accès vers les études de santé est ouverte. Après 11 années d'existence, le parcours d'accès commun aux études de santé, PACES, tire sa révérence. Il est désormais divisé en 2 voies bien distinctes. D'un côté, le PASS, le parcours d'accès spécifique santé. De l'autre, c'est la principale innovation de la réforme. Les étudiants se voient proposer une LAS, une licence accès santé. D'un point de vue classique, les étudiants prétendant à une carrière médicale s'inscrivent en
parcours d'accès spécifique. Cette voie PASS est censée recouper la logique du PACES, avec toutefois 2 changements notables. D'une part, le bloc de matières orienté vers les sciences fondamentales de la santé devait être allégé. D'autre part, cette majeure santé doit être doublée d'un bloc disciplinaire relevant d'une autre spécialité académique. Cette année de PASS concerne en premier lieu les étudiants qui, non seulement ont une vocation pour les métiers de santé, mais qui, en outre, disposent de prérequis solides en sciences. Les meilleurs étudiants des promotions de PASS pourront accéder directement en seconde année de santé. Les autres devront passer des épreuves orales pour intégrer l'année supérieure. Au total, les étudiants qui seraient reçus collés, c'est-à-dire les étudiants qui auraient validé leur année de PASS sans obtenir une seconde année en santé, pourront poursuivre en licence 2 dans la discipline académique de leur bloc mineur. Cette réforme permet aux étudiants de ne pas perdre une année dans leur cursus universitaire. S'ils sont toujours motivés par les métiers de la santé, ils pourront tenter leur chance une seconde fois au cours de la licence, et à dessein, ils devront suivre, cette fois, une mineure santé proposée dans leur nouvelle licence. Pour autant, beaucoup d'étudiants de PASS, motivés uniquement par les études de santé, ont tendance à ne pas choisir une mineure disciplinaire en relation avec un projet professionnel qui serait motivant pour eux. Ils vont plutôt choisir une mineure scientifique, et ils imaginent que plusieurs cours pourront se regrouper avec les matières proposées dans leur majeur en sciences fondamentales de la santé. C'est là une économie de temps et de travail. Ce phénomène de choix stratégique se retrouve également pour les étudiants inscrits en licence accès santé. En dépit de telles stratégies, plus ou moins maîtrisées, souvent moins que plus, en dépit de cela, les licences accès santé sont censées attirer à elles un public différent des étudiants inscrits en PASS. Les LAS sont en principe ouvertes pour des étudiants plus hésitants, dont le choix ne serait pas encore arrêté. Les étudiants de LAS qui auraient validé leur licence disciplinaire, ainsi que le module mineur santé, peuvent prétendre à entrer en 2e année dans l'une des 4 grandes spécialités de santé. Les licences accès santé demeure un moyen de multiplier les voies d'accès aux études de santé sur tout le territoire, y compris dans les universités dépourvues d'une faculté de santé. Ce qui, sur le papier, peut sembler séduisant, s'avère être pour le moins complexe à mettre en œuvre. La réforme, menée tambour battant, sous couvert d'efficacité politique, révèle un manque d'anticipation, pour ne pas dire qu'elle souffre d'impréparation. Le premier bilan s'avère pour le moins contrasté. La première pierre d'achoppement a été le manque de compréhension de la réforme en dehors des facultés de santé. Dans certaines universités, faire admettre que le recrutement des futurs médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes pouvait se faire après une licence de lettres, de droit ou de sociologie relevait de la gageure. Dans les facultés qui ont pour autant accepté le jeu institutionnel, l'ouverture d'une ou plusieurs LAS s'est parfois faite avec un investissement minimal. L'application de la réforme vitesse grand V n'a pas laissé le temps de repenser les maquettes de cours. Dans le même temps, il n'était pas simple de proposer une mineure disciplinaire à destination des étudiants du parcours d'accès spécifique santé. La complexité repose tant sur le fait de l'impossible concordance d'emploi du temps entre plusieurs facultés que sur le sous-effectif enseignant criant dans certaines disciplines. Il faut dire, pour abonder dans le sens d'une incompréhension de la réforme, que les commissions d'examen des vœux sur Parcoursup ont vu se présenter de nouveaux profils d'étudiants, des profils considérés parfois comme aberrants par les examinateurs. Voilà par exemple des candidats à l'entrée en licence de droit dont la seule motivation pour les études juridiques est une vocation de neurochirurgien ou de cardiologue. Dans ces conditions cumulées, l'allègement des programmes n'a pas eu lieu de partout. En licence accès santé, le plus souvent, les étudiants suivent une licence exactement dans les mêmes conditions que tous les autres. À cette licence spécifique, qui nécessite déjà un investissement fort des étudiants, va s'ajouter un module santé qui est particulièrement chronophage à travailler. On a également pu constater une disparité entre les LAS.
La création des blocs de compétences en application de la loi ORE a mis fin, dans certaines licences, à la possibilité de compenser entre les semestres d'une même année. Ce changement a suscité l'incompréhension des étudiants de l'AS qui avaient validé leur module médecine et qui demeuraient ajournés à plus de 10 sur 20 dans leur licence disciplinaire en raison d'un bloc de compétences qui n'aurait pas été validé. Au total, la voie d'accès aux études de santé s'avère compliquée par la LAS et le taux de réussite a été assez bas en raison de prérequis non atteints par les étudiants. Pour ce qui est des étudiants inscrits en PASS, et c'est sur le point sur lequel je vais terminer, pour ce qui est des étudiants inscrits en PASS, la réforme des programmes ne semble pas non plus avoir été aménagée de partout. Beaucoup d'étudiants se sont retrouvés confrontés à un programme proche de celui de l'ancien PACES, avec la nécessité de suivre en outre un bloc mineur de matières comprenant tous les fondamentaux d'une autre licence. Certains étudiants en PASS, suivant une logique qu'on peut difficilement leur reprocher, se sont concentrés sur cette fois leur majeure santé. Ils l'ont brillamment réussi dans certains cas. Pourtant, ils se trouvent privés de pouvoir passer en deuxième année de spécialité médicale en raison de l'ajournement dans leur seul mineur disciplinaire. De même, l'organisation des oraux d'admission en parcours d'accès spécifique santé a soulevé des difficultés. Les universités ont saisi, et c'est heureux, la grande liberté qui était laissée à chaque établissement. Mais ces épreuves d'admission ont désarçonné beaucoup d'étudiants qui se sont trouvés mal préparés en raison de la nouveauté de la réforme. Les sujets qui leur ont été donnés ont parfois été commentés abondamment dans la presse. Certains étudiants prétendant à accéder en deuxième année de santé ont traité l'intérêt du RSA jeune, ont répondu à la question « Que penser d'une chocolaterie qui porterait l'enseigne du nègre joyeux ?» Et ils ont parfois été collés sur des sujets relatifs à la grande barrière de corail. La réforme de l'accès aux études de santé demeure donc une réforme largement imparfaite et son application devra être repensée par les universités elles-mêmes pendant quelques années encore, parce qu'il est notable que la passerelle de la médecine vers une autre licence fonctionne plutôt bien, tandis que la passerelle entre les LAS et les études médicales est encore largement non efficiente. Voilà. Autant que je sache, il y a quand même des universités qui ont fait le choix que de la LAS. Tout à fait, c'est le cas de Strasbourg. Oui. Tout à fait, par exemple, de Strasbourg, qui ne recrute que par LAS, avec une licence avec un bloc santé qui compte presque autant que l'autre bloc disciplinaire, avec entre les deux un parcours qui est plutôt orienté vers les langues et les sciences fondamentales. Mais les est-ce sciences que sociales. finalement, ce n'est pas anormal ou illogique qu'une réforme d'ampleur ait du temps à se mettre en place, que ça ne marche pas bien du premier coup, quoi. Là, ça ne me semble pas totalement illogique. Pour autant, si l'application de la réforme avait été différée d'1 an, je pense qu'on aurait eu le temps dans les universités de mieux repenser les programmes, de mieux les alléger, de mieux les rationaliser également. Et également, il faut dire que cette réforme s'est appliquée en pleine pandémie de la Covid-19, ce qui n'a pas aidé au travail sur la refonte des programmes. Merci. Moi, je vais vous parler, alors, permettez-moi de ne pas remercier les organisateurs. Plus sérieusement, je vais vous parler de la sélection en master. Alors, la sélection en master, comme à l'entrée de l'université, constitue, on a pu s'en rendre compte, des questions hautement sensibles. Le législateur a institué un droit à la poursuite d'études, y compris en master, tout en prévoyant certains garde-fous pour éviter que le système n'implose. Manifestement, ces précautions n'ont pas empêché la naissance d'un contentieux qui risque d'ailleurs de s'accentuer dans l'avenir. Le droit à poursuite d'études doit en effet se combiner avec les capacités d'accueil des établissements. La loi du 26 juillet 1984 sur l'enseignement supérieur avait déjà acté le principe selon lequel l'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de premier cycle.
mais tout en prévoyant déjà une possibilité de limitation des admissions selon les capacités d'accueil. À cette fin, un décret devait établir la liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et éventuellement être subordonnée au succès d'un concours ou de l'examen d'un dossier. Cependant, l'architecture des 3 cycles en vigueur au moment de la loi de 84, donc bien antérieure à notre système LMD actuel, était fort différente. Le premier cycle recouvrait les 2 premières années, donc ça correspondait à l'époque au DUG. Le second cycle universitaire recouvrait la licence et la maîtrise. Et le 3e cycle, quant à lui, allait du DEA, DESS jusqu'au doctorat. Dans cette configuration, la sélection à la fin du second cycle, la maîtrise, qui équivaut au Master 1 actuel, était parfaitement logique. La mise en place de la LMD allait modifier la donne puisque désormais le premier cycle correspondait à la licence et le second cycle à la fin du Master 2. Le 3e cycle n'étant plus concerné que par le doctorat et l'HDR nouvellement créé. Alors, enfin pas nouvellement aujourd'hui, mais nouvellement créé à l'époque. Alors même qu'aucune modification de la loi de 1984 n'était intervenue, la sélection en master continuait à s'opérer en fin de Master 1, donc en cours de cycle, sans que le décret prévu par la loi de 1984 pour permettre la sélection n'ait été édicté. Et c'est dans ce contexte qu'est intervenu un contentieux important à la fin des années 2010 qui s'est soldé par l'adoption par le législateur d'un compromis sous la pression des syndicats étudiants. Suite à une série d'annulations contentieuses, en effet, par les tribunaux administratifs pour des refus d'admission en Master 2, le Conseil d'État, dans un avis du 10 février 2016, comme vous le savez, a tranché en considérant que l'admission en Master, qu'il s'agisse d'ailleurs du Master 1 ou du Master 2, ne pouvait faire l'objet d'une sélection faute de ce fameux décret qui n'avait jamais été édicté. Un décret du 25 mai 2016 a légalisé, entre guillemets, à minima la sélection pour les Master 2 qui la pratiquaient déjà, mais évidemment, une réforme plus profonde s'imposait. Et c'est donc la loi du 23 décembre 2016 qui a permis de déplacer le niveau de sélection du Master 2 vers le Master 1, et donc en fin de premier cycle, c'est-à-dire en fin de licence. Et en lui permettant également de toujours fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du 2e cycle. L'ensemble des disciplines ont intégré à peu près tout le système LMD et le régime dérogatoire, c'est-à-dire la sélection en Master 2, est aujourd'hui assez résiduel puisque sur 3234 mentions en 2020, il ne reste que 8% de sélection en Master 2, donc ce qui veut dire que le reste, la sélection se fait en Master 1 et qu'à l'horizon 2023, il ne devrait plus y avoir de sélection en Master 2. Tous les masters devraient passer dans le système LMD. Alors, quant à la sélection, la quasi-totalité des masters ont effectivement défini des capacités d'accueil, car l'absence de capacité d'accueil entraîne l'illégalité de toute sélection. Alors, le problème s'est posé notamment parce qu'il y a eu des annulations de ces capacités d'accueil parce qu'elles n'avaient pas été prises selon les règles, puisque la règle, c'est que ces capacités d'accueil en master doivent être prises en conseil d'administration des universités. Les filières non sélectives sont donc tenues d'accueillir toutes les candidatures dès lors que les demandes n'excèdent pas les capacités d'accueil et donc à condition évidemment de remplir un certain nombre de conditions de fond que nous allons voir. Alors le président de l'université demeure pour l'instant compétent pour fixer ses capacités d'accueil en master, contrairement aux évolutions instaurées par la loi OR, on l'a vu tout à l'heure, pour la sélection à l'entrée à l'université, puisque la compétence de définition des capacités d'accueil ont été transférées au recteur.
La loi de 2016 a cependant, et c'est toute la difficulté, instauré un droit d'accès en master à tous les titulaires de licence s'ils en font la demande. En conséquence, un étudiant qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année de master se voit présenter à sa demande par le recteur de région académique dans lequel il a obtenu son diplôme de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins 3 propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme de master. Alors, il y existe évidemment des conditions de fond puisque ces propositions doivent tenir compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil, du projet professionnel de l'étudiant, de la compatibilité de la mention du diplôme de licence qu'il a obtenu avec les mentions des masters existants dans l'établissement. Et la procédure n'est pas automatique et l'étudiant doit saisir le recteur de sa région académique dans un délai de 8 jours. Ce délai était antérieurement au décret du 21 mai 2021, était de 15 jours et passé à 8 jours. Le but, évidemment, c'est de limiter d'une certaine façon les recours. Alors, soit à compter de la date d'obtention de sa licence, soit à compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à cette candidature lorsque celles-ci sont antérieures à l'obtention du diplôme de licence. Le candidat au master doit avoir formulé 5 candidatures pour un master 1, là encore ça a augmenté, au moins auprès de 2 établissements d'enseignement supérieur, sur au moins 2 mentions de master distinctes, qui doivent être évidemment compatibles avec la mention de la licence obtenue. Le recteur veille à ce que au moins des 3 propositions d'inscription faites à l'étudiant concernent en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence, si l'offre de formation dans cet établissement le permet, et à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de 8 jours, là encore, le délai était de 15 jours avant le décret de 2021, il est passé à 8 jours. Suivant leur notification, il est réputé les avoir refusés. Alors, pour permettre l'exercice du droit au master, une plateforme informatique dénommée trouvermonmaster.gouv.fr liste l'offre des masters sur le plan national. Le problème, c'est que tous les masters ne sont pas forcément tous présents sur cette plateforme. Autre particularité de cette plateforme, c'est qu'elle sert également à exercer le recours auprès des autorités académiques en cas de refus d'admission. Et il est prévu de la transformer et d'étendre ses fonctions pour permettre la sélection en master sur le modèle Parcoursup. Jusqu'à présent, c'était une plateforme d'information. Ça va devenir une plateforme de sélection. La transformation aurait dû intervenir en 2022. Le ministère a repoussé car les établissements n'étaient pas en position, ils ont été prévenus comme souvent, très tard, et ils n'étaient pas en position de faire face à la nouvelle architecture de la plateforme. Alors enfin, l'accès en 2e année de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. Et donc la réforme de 2016 adopte finalement une logique en silo avec une organisation d'un master en 2 ans. Alors, la sélection en master a généré un contentieux en augmentation qui s'explique pour un certain nombre de raisons et en raison de contraintes importantes. Alors, un rapport de l'HCRS de 2021 qui s'est donc penché sur la plateforme Trouver mon master fait un bilan du fonctionnement de la plateforme depuis 2017, entre 2017 et 2020. On assiste à une augmentation importante du nombre de saisines du recteur entre 2017 et 2020.
En 2017, il y avait 4043 saisines des recteurs. En 2020, on est passé à 12 050 saisines. Ce qui explique une difficulté grandissante des rectorats pour remplir leurs obligations. Alors les raisons, évidemment, sont diverses. La première, et sans doute la plus importante, c'est que les places vacantes sont difficiles à identifier. La plupart des candidats déposent des dossiers dans plusieurs établissements. Et les meilleurs candidats sont logiquement admis dans plusieurs masters. Et la gestion des désistements est souvent tardive. Les établissements ne sont donc pas en capacité, ou n'étaient pas en capacité, d'identifier les places vacantes que tardivement. Les places en liste d'admission se libéraient donc au compte-gouttes et en fonction de l'information donnée par les candidats. Il n'y avait pas de date butoir, à part le début évidemment de l'année universitaire, il n'y avait pas de date butoir imposée pour arrêter définitivement les choix, d'où une réforme en cours. Alors je crois que le décret actuel a mis un délai, la plateforme n'a pas été, parce qu'il y a une circulaire du ministère, c'est-à-dire que la plateforme n'a pas été transformée en sélection, mais des dates butoirs désormais existent, au moins pour cette année. Ça permet, à l'évidence, une meilleure fluidité de la sélection en master qui verra donc son apogée, espérons, en 2023. La seconde raison est le passage progressif, mais quasi unanime, à l'admission en Master 1 et non plus en Master 2. Or, ce passage est loin d'être neutre pour certaines filières, notamment en droit. En particulier pour les concours de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que si la plupart des concours de catégorie A requièrent un niveau légal, Bac plus 3, certains y dérogent, exigeant un niveau Bac plus 4. Alors, c'est le cas pour le concours de la magistrature, c'est le cas pour l'entrée au barreau, et donc l'entrée en master et l'obtention du master 1 est, pour ces filières-là, absolument obligatoire pour pouvoir passer le concours et pour pouvoir passer l'examen d'entrée dans les CRFPA, les centres régionaux de formation des avocats. Alors c'est d'autant plus incohérent parce que vous avez d'autres concours de la fonction publique qui sont du même niveau. Par exemple, pour devenir juge administratif, des Bac plus 3. Pour entrer à feu l'ENA, c'est Bac plus 3. Donc on ne comprend pas cette distorsion. Et ça, c'est pas neutre parce que ça, dans les facs de droit, je dirais, créer beaucoup de problèmes, particulièrement aux facs de droit, puisque justement, il a fallu créer des filières de master pour pouvoir passer rien que ces concours. Même si, dans les faits, effectivement, rares sont ceux qui accèdent au concours, enfin, réussissent au concours de la magistrature avec une simple licence. Alors, l'avancement du processus de sélection du Master 1 a également induit mécaniquement une augmentation du nombre de dossiers à examiner, qui est un surcroît de charges pour les universités. C'est le même phénomène, évidemment, que pour la première année. En outre, les capacités d'accueil ne sont pas indéfiniment extensibles, car logiquement, elles sont définies en fonction des moyens humains. Là-dessus, on peut éventuellement faire quelque chose, paraît-il, mais surtout en matériel, et notamment les locaux dans les établissements. C'est-à-dire que si vous avez des créneaux horaires, vous ne pouvez pas multiplier les masters, puisqu'il faut des enseignants, et il y a des créneaux horaires bien précis, au moins, sauf si on met les cours la nuit, ce qui n'est pas dans la tradition universitaire, et ce qui embêterait certainement les étudiants. Interviennent également comme critères dans la création d'un master le potentiel vivier des stages et puis surtout les perspectives du marché de l'emploi. C'est-à-dire il est nécessaire certes de créer des masters à condition qu'il y ait derrière des débouchés en termes d'emploi. En outre, dans certaines disciplines, en particulier les sciences dures, qui supposent des
des expériences et des travaux pratiques en laboratoire, l'élasticité des capacités d'accueil est sans doute encore plus restreinte qu'en sciences humaines. Alors pour conclure, permettez-moi un propos sans doute un peu provocateur, j'y résiste rarement. Il est illusoire de définir des droits sans réellement s'assurer des moyens alloués et que ces moyens soient à la hauteur des réformes que le politique a décidées, souvent sous la pression de l'opinion publique. Et de ce point de vue, la logique du ministère de l'Enseignement supérieur n'est pas, et c'est sans doute un doux euphémisme, parfaitement cohérent. Le domaine de l'enseignement n'est évidemment pas le seul où il existe un grand écart entre l'annonce politique et les moyens qu'on est prêt à y mettre. On peut citer un exemple assez simple du droit au logement avec la loi Dallot. C'est-à-dire qu'on a instauré un droit au logement, mais on a quelques difficultés à le faire respecter. Alors, certains au ministère croient voir le salut dans le distanciel pour régler le problème qu'ils ont largement contribué à rendre insoluble. J'ai bien peur qu'ils soient affreusement déçus, car nous savons tous, pour avoir vécu 2 années de Covid, que le distanciel n'est qu'un pis-aller pour régler une crise momentanée, mais que ce n'est pas une réponse adéquate pour une crise structurelle. Et donc, il va bien, à un moment donné, faire un choix. On peut augmenter effectivement les moyens indéfiniment. Les contraintes sont quand même des contraintes budgétaires, qui ne sont d'ailleurs pas que des contraintes françaises, puisque vous savez qu'on est enfermé quelque peu dans les critères de Maastricht et qu'on ne peut pas indéfiniment augmenter la dette. L'autre possibilité, c'est d'instaurer une vraie sélection en première année et en master. Certains y voient une opposition, je dirais, idéologique. Moi, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille fermer l'entrée, les vannes de l'enseignement supérieur. Le vrai problème, ce n'est pas d'empêcher les étudiants de rentrer dans l'enseignement supérieur. Le problème, c'est de les mettre dans les bonnes cases. Et ça, Parcoursup présente beaucoup de difficultés. J'ai bien peur qu'on ait quelques difficultés dans l'avenir à y parvenir. La troisième solution, Anthony en a parlé, même si j'ai bien cru comprendre dans son propos que ce n'était pas la voie, et il a bien raison, c'est d'en finir avec la gratuité, parce que à partir du moment où on n'a pas les financements, eh bien, on fait payer les étudiants. Ça, vous le savez sans doute, il y a quelques limites constitutionnelles qui ne sont pas absolument rédhibitoires, puisque en droit, rien n'est impossible. Mais en tout cas, ça n'est pas, pour l'instant, en l'état des textes, la possibilité et la voie à choisir. Moi, personnellement, je pense que la sélection, et je crois que j'en ai parlé dans mon introduction, la sélection, finalement, c'est ce qui est le plus démocratique. On a tendance à penser que la sélection, la méritocratie, c'est des idées de gens de droite. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que la sélection, ça permet aux gens de milieux modestes de bénéficier de l'ascenseur social. Et c'est le seul moyen qu'ils ont d'accéder et de monter dans la société. À partir du moment où il n'y a plus de possibilité de sélection et que les diplômes se généralisent, la sélection, elle se fait, parce qu'elle se fait toujours, et elle se fait par le réseau. Je vous remercie. Ça suppose effectivement qu'on renonce à l'idée que tout le monde doit aller jusqu'à Bac+5, mais ça suppose qu'il y ait une insertion professionnelle réelle au niveau de la licence. Et puis ça suppose, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de masters? Parce que est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'avoir des Bac+2 et Bac+3 plus performants? Parce que je pense qu'on manque de cadres juridiques, alors tout le monde ne va pas devenir avocat, magistrat ou professeur d'université. Mais c'est un point de vue purement personnel. Je pense qu'on est toujours puni par là où on a péché. Et j'ai taquiné Pascal Bertoni à plusieurs reprises quand nous siégions ensemble au Conseil national des universités.
section de droit public, il y a quelques années. Elle s'est dit, ben, très bien, il m'a taquiné, donc il va nous parler d'un sujet sensible, sous un intitulé extrêmement sensible également, alors même que je n'ai pas de lumière particulière sur le dit sujet. Donc l'intitulé général, l'université est-elle encore le symbole de l'ascenseur social ? Là, on a tous des idées sur le sujet, mais je n'ai aucune compétence particulière. Les sociologues ont beaucoup plus travaillé que moi sur la question, avec comme sous-titre et comme vrai sujet la rivalité, avec des guillemets, je ne sais pas s'il faut les mettre d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas purement rhétorique, la rivalité université-grandes écoles, université avec une majuscule et au singulier, grandes écoles au pluriel et avec minuscule, pour la formation des élites. Et là, il n'y a pas de point d'interrogation. Alors, j'ai envie de répondre rapidement de la manière suivante, peut-être une pirouette. Je crois que c'est une fausse question et je crois qu'il y a un vrai problème. C'est les deux choses que je voudrais vous dire. Alors, la fausse question, pourquoi ? Pour deux raisons. La première, que je vais développer un peu plus longuement, mais rapidement que la seconde. La première, c'est la question du sens des mots, du sens des mots de cette affirmation. Le seul mot qui est simple dans le titre ici, c'est le mot rivalité. Je sais ce qu'est une rivalité, la concurrence de personnes prétendant au même succès. Pour le reste, je ne sais pas trop de quoi on parle. Alors vous allez me dire, oui. Alors l'élite, alors oui, je connais la définition de l'élite, je suis allé ouvrir les dictionnaires, l'ensemble des personnes les plus remarquables, personnes qui occupent le premier rang. Bon, on voit tous ce qu'est l'élite. Maintenant, en réalité, l'élite, c'est toujours au pluriel, et entre l'élite administrative. Alors, j'ai envie de dire que là, c'est plus simple. Pourquoi ? Parce que désormais, depuis la réforme de l'INSP, on a une définition juridique de l'encadrement supérieur de l'État. Donc on pourrait dire l'élite, ce sont les personnes qui rentrent dans le champ de l'encadrement supérieur. Donc là, on a enfin une définition de la haute fonction publique, mais ça reste uniquement l'administration administrante, si je puis dire, et puis l'État. Bon, l'élite scientifique, c'est quoi ? C'est tous les universitaires, c'est les professeurs du Collège de France, c'est les diplômés de telle ou telle école. L'élite économique, c'est quoi ? C'est à partir d'un niveau de revenu, une tranche fiscale. Bon, voilà. L'élite financière, bref, on ne sait pas trop. Chacun a sa définition. Et puis surtout, mais pas très grave, on voit très bien, ce sont les personnes qui sont au sommet d'un groupe déterminé. On peut hésiter sur les limites de ce groupe. Mais surtout, bon, est-ce que l'opposition entre université et grandes écoles, elle a véritablement un sens juridique ? J'observe que le mot université, l'université n'est pas défini dans le Code de l'éducation. Il y a un chapitre intitulé les universités, il y a une définition d'établissement public que vous connaissez tous, mais l'université n'est pas définie. Alors je me suis dit, je trouverai dans le Code de l'éducation, je vais aller sur le site de France Université, enfin, l'ancienne conférence des présidents d'université. Et là, je suis allé regarder l'article 4 des statuts, les présidents d'universités, de communes, des ENS, des écoles normales supérieures, mais je croyais que c'était une grande école, ainsi que les grands établissements ayant le statut d'établissement public à caractère culturel, scientifique et professionnel. Par exemple, le directeur de Sciences Po, établissement dans lequel je suis affecté, en tant que fonctionnaire de l'État, je tiens beaucoup à cette affirmation du fait que je suis fonctionnaire de l'État, et que Sciences Po n'étant pas passé aux responsabilités et compétences élargies, je suis payé grassement par le ministère directement, ce qui est une caractéristique différente de celle de mes collègues payés par l'opérateur. Bon, Sciences Po est une université au sens 2. Je pense que, évidemment, enfin, les ENS, à coup sûr, on la classerait dans la catégorie grandes écoles. Alors, je vais regarder grandes écoles. Grandes écoles, il n'y a pas non plus de définition. Alors, il y a une définition dans les dictionnaires, c'est l'école recrutant majoritairement sur concours parmi les élèves des classes préparatoires. Et est une grande école l'institution qui recrute ceux qui sont passés par les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc je suis allé regarder la conférence, qui est une autre association, et là 285 membres, donc je dois avouer que j'ignorais qu'il y en avait autant, dont 227 grandes écoles, alors surtout les écoles d'ingénieurs, et puis j'ai trouvé quoi ? J'ai trouvé les écoles normales supérieures, qui sont des universités, des grandes écoles. J'ai trouvé les IEP. Alors j'ai cherché Saint-Germain, je n'ai pas trouvé celui de Saint-Germain, mais je pense qu'il est trop récent. Mais sinon, j'ai trouvé Sciences Po, j'ai trouvé les IEP de région, etc. Donc on se retrouve, en tout cas juridiquement, avec une opposition. Alors oui, on voit bien la différence entre l'université, entre guillemets, de droit commun et Polytechnique. On voit assez bien la différence de mode de recrutement, de moyens, etc. Mais en réalité, ensuite, il y a tout un dégradé de situation entre certaines des 227 grandes écoles au sens de la conférence et Dauphine, université et en statut de grand établissement. Quelle est la différence en termes de budget, de moyens, d'allocation de ressources, de prestige, de débouchés, d'insertion professionnelle, bien sûr, pour les diplômés ? Bon, en réalité, donc, il y a un brouillage. Et ce brouillage, je crois qu'il est renforcé
par les établissements expérimentaux dont Sébastien Bernard a parlé. Et effectivement, le devenir de ces établissements, puis une expérimentation de 10 ans, quand on voit la vitesse à laquelle le droit bouge, c'est plus de l'expérimentation. Et quand on sait le destinée probable pour des tas de raisons, maintien de financement, possibilité de sélection, bon voilà, avec toutes les conséquences, en réalité, on a un brouillage. Donc je ne crois pas du tout, et c'est pour ça que je dis, c'est plutôt une fausse question. C'est une fausse question à cause de ça. C'est aussi une fausse question. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a tous la réponse. Si on regarde les élites au sens le plus strict, si on prend la haute fonction publique, l'encadrement supérieur de l'État, par exemple, si on prend les PDG des entreprises du CAC 40, ils sont tous passés, ou en proportion considérable, par des grandes écoles stricto sensu. C'est-à-dire c'est pas du tout dans les 200 et quelques, c'est une poignée d'écoles. Et la caractéristique de la France, c'est précisément d'avoir un mode de formation des élites qui est extraordinairement concentré, et le passage par quelques écoles est la clé. Et d'ailleurs, j'ajoute certaines écoles, et puis sortir dans des corps particuliers, parce qu'entre un polytechnicien et un Expo ou Exmine, c'est pas la même chose. Entre un inspecteur général des finances, qui existait il y a encore comme corps, et un administrateur de la ville de Paris, avec tout le respect que j'ai pour l'administration de la ville dans laquelle je réside, on voit bien que les trajectoires professionnelles ne vont pas être toujours exactement les mêmes. Donc je crois que la question, en tout cas, elle fit. Mais il y a un vrai problème. Ce vrai problème, c'est évidemment celui de la formation des élites, et en particulier de la question de savoir si ces élites sont un tant soit peu représentatifs de la diversité sociale qui caractérise la population française. Alors, ce débat, on le connaît tous, et c'est assez fascinant. Il y a plusieurs manières de le traiter. Bon, c'est quand même assez fou d'imaginer que plus de la moitié des polytechniciens sont passés par 2 classes préparatoires. 2 classes. Une publique, une privée. 2 classes en Île-de-France. Une à Versailles, Sainte-Geneviève, la privée. Une à Paris, 5e arrondissement, Louis-le-Grand. La moitié, je veux dire, je ne connais pas d'autres pays où on ait ce degré de concentration pour les élites. Et là, pour le coup, ce sont des élites essentiellement économiques. Bon. La manière, le recrutement, on sait ce qu'est le recrutement des écoles de commerce. Et quand on regarde les évolutions actuelles, je veux dire, la propension des étudiants à aller aujourd'hui vers les écoles de commerce, des meilleurs, à choisir de faire des prépas HEC. Là, pour le coup, il y aurait beaucoup de choses à dire, Anthony, sur les représentations qui font ça. Je veux dire, entre l'étudiant qui passait le concours d'HEC en 1970 et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir en nombre d'étudiants, en profil, etc. Bon. Alors, j'ai voulu me concentrer sur un sujet, comme j'avais peu de temps, c'est le sujet de l'ENA. Je suis allé, et je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas originales, mais qui sont frappantes. Je suis allé à la bibliothèque, bien achalandé, lire le projet déposé, j'ai plaisir à citer son nom aujourd'hui, par Jean Zé, en 1936, le projet de création. Alors, ce n'est pas la première ENA, parce que vous savez qu'il y a eu une ENA voilà, en 1948, mais enfin, bon, le projet Jean Zé. Et si vous allez lire l'exposé des motifs, alors vous savez que c'est un projet qui n'a pas abouti, il nous dit quoi ? Il nous dit il y a un problème. Le problème majeur, c'est quoi ? Les concours qui donnent accès au cadre supérieur de notre administration sont réservés, dans les faits, aux jeunes gens de familles aisées. Et donc, on se dit, on va créer un concours, on va rémunérer les gens. Bon, ça ne marche pas. Si on va lire ce qui, par contre, aboutira juridiquement, le projet de création de l'École nationale d'administration en 1945. Alors, c'est facile à trouver pour les universitaires. On va sur le site Gistor et il y a, les historiens ont mis, grâce à feu la revue administrative, plein de documents préparatoires. Et vous regardez les débats constituante de l'époque. Alors c'est une ordonnance, mais il y a eu des débats de la constituante, et vous voyez qu'on ne parle que de ça. L'élément moteur, c'est la diversification. C'est une critique de l'école libre des sciences politiques pour des tas de raisons, et notamment parce qu'il y a une cooptation sociale qui est beaucoup trop forte. Et c'est l'idée qu'on va créer des instituts d'études politiques, les premiers en province, pour essayer d'avoir un vivier de candidats plus large, et qu'on va casser la cooptation par corps, parce que les concours particuliers sont de la reproduction sociale, beaucoup plus qu'un concours qu'on imagine beaucoup plus ouvert avec de la circulation. Ce qui est fascinant, c'est que si vous lisez Jean Zé, si vous lisez les débats, Debré, les communistes à ce moment-là, si vous lisez sous un pseudonyme, mais on sait que c'était Jean-Pierre Chevènement, Alain Gomez et quelques autres sur les mandarins de la cité bourgeoise, que seraient l'énarchie ou les mandarins de la cité bourgeoise. Et si vous lisez les écrits, si vous écoutez Emmanuel Macron lorsqu'il explique qu'il va transformer l'ENA en INSP, on est exactement sur le même diagnostic et on essaie de trouver des solutions au même problème, qui est qu'on considère qu'il y a trop de reproduction sociale, etc. Voilà. Alors, comment on fait pour essayer de résoudre ce qui est considéré comme un problème majeur ? Il y a eu la manière douce, et il y a une manière un peu moins douce. La manière douce, ça a été l'idée que l'on doit à l'ancien directeur de l'ENA, le dernier directeur de l'ENA, Patrick Gérard, donc, qui a toutes les qualités puisqu'il est agrégé de droit public,
Non, mais c'est le concours docteur qui est intéressant, de se dire je vais essayer de faire rentrer autre chose. Maintenant, le concours docteur, vous savez, c'est un contingent extrêmement faible. C'est pas en mettant 2 docteurs par an et ensuite une fois sciences humaines, une fois sciences... Bon, mais il n'empêche, c'était l'idée aussi. C'était symbolique et c'était, du point de vue universitaire, je trouve que c'était quelque chose d'intéressant. Le drame, c'est si on découvre que ces docteurs sont en réalité des normaliens ou des polytechniciens qui ont fait un doctorat et puis qui ensuite auraient pu passer le concours interne et auraient très bien pu le réussir. Mais bon, ça, on fait un concours, etc. Ça était évidemment, avant qu'on décide la réforme de l'ENA, ça a été l'idée de multiplier les classes préparatoires et l'idée du concours talent et l'idée de mettre pour une poignée de candidats, mais encore ça reste, de créer un nouveau concours externe. Et je trouve dans ce cadre-là quelque chose qui montre bien la difficulté et la limite de cette politique. Alors je disais ce matin que ce qui était frappant, c'est de voir qu'en droit de l'éducation, il y a davantage de décisions des juridictions du fond qu'on peut citer, utiliser. Ça ne remonte pas toujours au Conseil d'État, ça peut remonter sur un nombre de sujets, mais pas là-dessus. Et là-dessus, c'est intéressant. C'est donc une ordonnance du mois de mars 2021 dit on va créer ça, et il y aura des prépas, il faudra passer par des prépas dédiés. Et un arrêté, parce que c'est vrai qu'en droit de l'éducation, c'est souvent... Il y a beaucoup d'arrêtés, il y a même, quand on a des arrêtés, il y a aussi beaucoup de configuration d'applications informatiques qui va déterminer. Je me souviens, par exemple, sur la question des primes, qui est toujours sensible, le contingentement des primes d'encadrement doctoral et de recherche, il n'y avait aucun texte sur les notes à attribuer. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas une foire aux questions, il y avait juste la personne qui avait le pouvoir, c'était la personne qui avait l'application informatique et pouvait déterminer les quotas. Et j'ai demandé pendant 4 ans, quand je présidais cette section de droit public, le texte. On ne m'a jamais donné parce que je savais très bien qu'il n'existait pas. C'était un petit jeu que j'avais avec la DGRH, on a tous ces petits jeux. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministère dit, Madame de Montchalin, à l'époque ministre de la fonction publique, dit « je ne vais pas mettre Sciences Po dans la liste des possibles préparationnaires pour le concours talent ». Et elle dit « je ne vais pas les mettre. Pourquoi ? Je ne vais pas les mettre parce qu'ils ont de trop bons résultats. » En réalité, aujourd'hui, il y a 2 classes préparatoires qui permettent de réussir l'ENA. Non, maintenant c'est pas rien. Mais en réalité, c'est faussement pas rien. On dit c'est l'université, c'est formidable. En réalité, c'est Ulm. Et on voit d'ailleurs que, suivant les années, les étudiants passent une année à Sciences Po et une année à l'ENS. Donc en fait, c'est le même vivier d'étudiants, et ce sont des normaliens ou des étudiants de Sciences Po qui réussissent ça, ou de grandes écoles de commerce. Donc en fait, il y a facialement une prépa universitaire, mais qui en réalité est adossée à l'école normale supérieure, mais vous me direz, c'est à la fois une université et une grande école. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministre dit, non, nous on veut de la diversité sociale, donc... Eh bien, Sciences Po, ça ne marche pas. Et là, le juge des référés du Théâtre Paris répond, mais attendez, c'est réservé à des boursiers sur critères sociaux, il y en a à Sciences Po, vous allez leur interdire, au motif qu'ils sont dans un établissement qui les prépare mieux à ce type de concours, de passer ce concours, alors même qu'ils remplissent les conditions sociales. Et donc, suspension, et donc on intègre Sciences Po dans la liste. Et Paris 1 qui n'avait pas fait de recours, on l'intègre aussi. Ça a été l'effet collatéral. On l'intègre. Donc je trouve que cette affaire est intéressante parce qu'elle montre bien la tension. On n'y arrive pas et donc on se dit comment faire, et on aboutit à quelque chose qui effectivement était assez choquant. Si la condition pour passer le concours c'est un critère social, que vous soyez boursier de Sciences Po ou boursier de la faculté A ou de la faculté B, vous restez boursier sur critères sociaux si vous remplissez les conditions. Il n'y a aucune raison de vous discriminer au motif que vous avez déjà réussi à intégrer une formation sélective. Et je crois qu'on a là une vraie tension. Et ce débat-là, on le voit très bien avec la réforme de l'INSP. C'est-à-dire que les gros enjeux, il y en a plein. Les gros enjeux, c'est évidemment ce qui intéresse beaucoup, sans doute, les INSPARC, je ne sais pas comment il faut les appeler, ça va être le classement de sortie. Manifestement, mais ce sont les épreuves d'entrée. Et l'enjeu majeur, c'est l'épreuve de culture générale, comme toujours, et l'épreuve de langue étrangère. Est-ce qu'on exige un niveau élevé de langue étrangère à l'entrée à l'INSP ou pas? On sait très bien que c'est discriminant socialement. Est-ce qu'au contraire, on se contente d'exiger une certification à la sortie? Donc, tout simplement, mais c'est logique, dis-moi ce que tu cherches à l'entrée et je te dirai qui tu vas recruter. Et je crois que malheureusement, ce que je vous dis n'a rien d'original, mais c'est un débat qu'on aura. Et je vous mets un pari assez facile à gagner, je crois, et en plus, c'est devant une caméra. Quand on fera le bilan de l'INSP, et on dira, oh là là, il y a toujours autant de reproduction sociale, les grands corps vont prendre une autonomie majeure dans leur recrutement, donc ils choisiront. Donc il y aura des polémiques. Ce qui est assez drôle, si vous allez lire sur Gistor, accessible sur tous les bons ENT quand ils fonctionnent des universités, ces dossiers consacrés par la revue administrative, c'est qui était contre le classement de sortie de l'ENA en 1945. Ça, peu de personnes le savent. Et pourtant, le Conseil d'État, qui était contre le classement de sortie de l'ENA, au motif que ça le privait de la poser. Donc c'est assez drôle de voir qu'aujourd'hui, il a expliqué que c'était un drame. Donc en réalité, je crains que cette réforme n'aboutisse pas
à la solution. Mais y a-t-il une solution à la diversification de la formation des élites en France? En tout cas, là, moi, je ne l'ai pas du tout et ce n'est pas un problème d'argent. Je vous remercie. Est-ce qu'on est seul dans ce cas? Parce que finalement, est-ce qu'Oxford et Cambridge, c'est pas la même chose ou... Alors, c'est ce que j'ai cru et j'en ai discuté avec un collègue britannique. Parce qu'effectivement, en particulier, on savait tous que sur les droits d'inscription dans les maternelles londoniennes, etc. Mais il m'a fait une remarque, il m'a dit qu'en réalité, le vivier, le nombre d'étudiants d'Oxford était beaucoup plus large. Et en réalité, quand vous avez 10 000 personnes qui ont le titre, en réalité, c'est un titre. Mais nous, ce qui est caractéristique, c'est les 5 inspecteurs généraux des finances chaque année, les 5 auditeurs au Conseil d'État, les 5... auditeurs à la Cour des comptes, et les, je ne sais pas, ils sont combien dans la botte de l'X 40 Voilà. Donc c'est ça, c'est le fait qu'on a un sommet qui est extraordinairement resserré. Et ça, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Bien. Alors... Et puisque le mot titre vient d'être prononcé, je rebondis, puisque vous m'avez demandé, et merci encore de m'avoir associé à vos travaux, de traiter donc... du devenir du monopole de la collation des grades. Alors, c'est curieux parce que dans l'énoncé de ce point, il y a ce projette vers le futur, le devenir, et puis on revient très loin dans le passé, ne serait-ce qu'avec un vocabulaire un peu étonnant, même si nous y sommes habitués, celui de collation. Alors, chacun sait qu'on a au cœur du Code de l'éducation cette disposition de la loi de 1984 qui rappelle, c'est l'article L613-1, que l'État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Alors attention, les titres universitaires, ce ne sont pas les titres professionnels, même si certains titres universitaires peuvent être des titres professionnels. C'est un des premiers points de la complexité du sujet. Je précise que dans le Code de l'éducation, il y a un autre article qui fait un peu le point sur les compétences de l'État en matière éducative. C'est l'article L 211-1 qui nous dit que l'État est compétent pour la délivrance des diplômes nationaux et pour la collation des grades et des titres universitaires. Alors, en principe, les diplômes nationaux confèrent des grades, mais vous avez des diplômes nationaux qui ne confèrent pas de grades, puisque vous avez des diplômes nationaux avant l'université. Si le baccalauréat est un diplôme national, le brevet des collèges est aussi un diplôme national, les CAP sont aussi... Pardon ? C'est le premier grade, oui, c'est le premier grade, mais les CAP sont aussi des diplômes nationaux. Alors, cette question du monopole... Elle est souvent polémique parce que régulièrement, on a des acteurs, des débatteurs qui nous expliquent que cette notion est totalement dépassée, un peu comme le monopole de l'électricité ou le monopole de la SNCF. Ils invoquent la logique marchande, la légitimité économique, la nécessité d'insister sur la performance. Et régulièrement, un président d'université, ou du moins de grand établissement, ou un avocat écrivant pour un think tank libéral propose la suppression du monopole. Et puis, dans la presse, et notamment dans les agences de presse qui s'intéressent aux problèmes éducatifs, régulièrement, on a le titre suivant, « Le monopole fait de la résistance ». Alors, c'est en général pour présenter des décisions du Conseil d'État. J'en ai deux pour lesquelles notre ami Bernard Tout-le-Monde a pu employer cette expression, « Le monopole fait de la résistance ». C'était à propos de la décision du 7 juin 2017, rendue à la requête de la conférence des grandes écoles. Mais quand on regarde de près, c'est pas tellement le monopole qui fait de la résistance, c'est à ce moment-là le diplôme national, hein, puisque les grandes écoles, si elles peuvent voir leur diplôme sanctionné par le grade, n'ont pas la possibilité elles-mêmes, quand ce sont des écoles privées notamment, de délivrer le diplôme national. Et puis, plus récemment, il y a ce mois-ci, le 7 juin 2002, une association des chercheurs des langues et des langues étrangères et des didacticiens ont réussi à faire annuler
une décision qui était en effet un peu surprenante. C'était celle qui faisait que l'on faisait évaluer les compétences linguistiques par des organismes extérieurs non accrédités. Bon, alors, là aussi, on dit que c'est le monopole qui fait de la résistance. Ce qui fait la résistance, ce sont aussi les textes sur le contrôle des connaissances et des aptitudes. Alors, il y en a qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain, d'autres qui, au contraire, souhaitent résister et maintenir à tout prix la notion de monopole. C'est une question dont on peut débattre. On a failli d'ailleurs en débattre, ou ne pas en débattre, au moment des débats sur la loi de programmation de la recherche, puisque dans le projet de loi sur la programmation de la recherche, il y avait, dans un article qui prévoyait l'intervention d'une série d'ordonnances, il était prévu que par ordonnance, le gouvernement allait être habilité à réformer le contrôle des établissements privés et allait pouvoir à nouveau traiter du problème de la diplomation et de la collation des grades sans aucun débat parlementaire, si ce n'est au moment de la ratification, mais on sait très bien comment cela se passe. Alors, moi, je vous propose de revenir sur cette question en insistant peut-être de l'histoire du monopole sur les fonctions que remplissent non seulement les grades, mais que remplit ce monopole de la collation des grades, des fonctions alors qui peuvent être des fonctions symboliques, des fonctions hiérarchiques. Hein. Nous portons sur nos habits académiques le signe des différents grades, mais au-delà de la fonction des grades, c'est la fonction du monopole lui-même sur laquelle je voudrais insister. Et je vais le faire en 3 temps. Je vais revenir sur la période que je vais appeler l'âge classique, la période qui est fondée sur l'affirmation du monopole de la collation des grades. Puis on va voir que les choses ont évolué, qu'on est arrivé pratiquement à un âge baroque où toute une série de choses ont été rendues possibles, avant de voir comment on pourrait envisager le devenir de cette institution. Alors, l'institution du monopole, même si la question pouvait se poser avant, c'est naturellement au moment de la mise en place de l'université impériale qui avait non seulement le monopole des grades, mais aussi le monopole de l'enseignement. Donc le monopole des grades, dans un premier temps, c'est la sanction du monopole de l'enseignement. Mais ce qui est important, c'est qu'on reprendra ce thème au moment de la République, en 1884, mais il y a quand même la volonté donc, de couper les ponts avec l'Église catholique, la volonté de sécularisation. C'est une des premières fonctions du monopole. Et puis, dans l'idée du monopole de l'État, il y a aussi l'idée de garantie. Là, je cite l'ancien directeur des enseignements, Louis Liard, qui, sous la Troisième République, présentait ce qui avait été fait au moment de l'Empire, comme la volonté de mettre l'estampille de l'État, d'apposer l'estampille de l'État, après vérification sur une valeur intellectuelle, certifiant de façon loyale et de bonne aloi. Je signale cette expression de bonne aloi parce qu'on pourrait faire des comparaisons, notamment avec le domaine monétaire, le rôle de l'État dans la collation des grades, pouvant aussi être comparé au rôle que peut avoir l'État en matière monétaire. Donc, au-delà de ce premier point, à noter, et c'est Louis Liard qui parle encore, qui fait une distinction entre ce que les grades disaient sous l'Ancien Régime et qu'ils vont pouvoir dire à partir de l'Empire. Il nous dit autrefois, le grade, c'était simplement un titre académique qui certifiait d'une capacité intellectuelle. À partir de l'Empire, le grade, c'est aussi un titre professionnel qui certifie donc d'une capacité à exercer un métier. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ce n'est pas le LMD, c'est le BLD. Au-delà du baccalauréat, la licence, c'est le grade
qui va permettre d'enseigner, qui va permettre de devenir avocat, qui va permettre de devenir magistrat. On est là dans la zone des métiers de l'État. Et puis le doctorat, c'est celui qui permet aussi l'ouverture à certaines professions, comme la profession médicale, le doctorat de l'époque n'étant pas contestable comme on le fait aujourd'hui, où le doctorat en médecine est un doctorat d'État qui n'est pas le diplôme national du doctorat. La fonction du monopole est donc double, c'est de garantir la qualité académique et de garantir la compétence professionnelle. 1875, c'est la reconnaissance de la liberté de l'enseignement supérieur. Mais ce n'est pas la fin du monopole, car lorsque l'on est passé sous un régime libéral, on a maintenu le monopole de la collation des grades. Jules Ferry, un peu plus tard, fera une opposition entre la liberté de l'enseignement supérieur qu'il qualifie, peut-être un peu rapidement, de droit naturel, et le monopole qui lui est un office social, une activité d'intérêt public, donc pour certifier les compétences et la qualité académique. On retrouvera ces éléments dans l'université républicaine, quand en 1880, le législateur va compléter le monopole d'État par ce qu'on a pu appeler le monopole dans le monopole. C'est non seulement l'État qui est le monopole, mais ce sont les établissements de l'État, et à l'intérieur des établissements de l'État, les jurys de l'État qui, on a abandonné les jurys mixtes de 1875, sont les professeurs de l'État, les professeurs qui vont être la garantie aussi bien académique que professionnelle, en fonction d'un adage qu'on utilisait à l'époque, qui instruit, contrôle. Donc, on a les professeurs de l'État qui assurent ce contrôle. Un peu plus tard, on a cité ce matin la loi Astier en 1919 pour l'enseignement technique, mais on a procédé un peu de la même façon pour l'enseignement agricole ou pour l'enseignement commercial. On a considéré que dans ce type d'activité, il était nécessaire d'ouvrir les jurys, de faire des jurys en partie professionnels. Et certains ont pu considérer à ce moment-là que le monopole était délégué. Alors, on a continué comme cela un certain nombre d'années et on arrive, chers collègues, à 1968, à la dimension faurienne du monopole, qu'on voit mal affirmer, puisque la loi de 68, elle ne cite pas les grades et les titres universitaires, mais les remplace par la notion de diplômes nationaux. Et c'est le Conseil d'État qui nous expliquera que s'il y a des diplômes nationaux, la loi de 1880 n'étant pas abrogée, cela doit se combiner avec les grades et les titres, et c'est ce que fera en effet la loi de 1984, dont est issu l'article L613-1. Alors, ce principe selon lequel l'État a le monopole des grades, de la collation des grades et des titres universitaires, c'est un principe fort, un principe qui est au cœur de notre institution universitaire. Et on a longtemps considéré que ce principe était supérieur à la loi. Et on sait, depuis 2010, par les conclusions du commissaire du gouvernement de l'époque, que le Conseil d'État n'a pas accepté de considérer que ce monopole était un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C'est l'arrêt de 2010 à la requête de l'association, de la Fédération de la libre pensée, qui se faisait aussi un peu, quelque part, le défenseur de la sécularisation que représentait l'institution du monopole. Bon. Voilà le monopole à l'âge classique. Puis il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions qui ont entraîné un peu de chahut sur la ligne monopole des grades. C'est vrai que le contexte avait changé. La France
s'est ouverte à l'international, à l'Europe. On a tout d'un coup, en écoutant les économistes, considéré que la concurrence était la meilleure des choses pour arriver aux meilleurs résultats possibles. Donc on s'est dit, eh bien, dans ce nouveau contexte, il faut évoluer. Et c'est là qu'on arrive à une période où Jean Richard a été acteur, hein, celle du rapport Attali. Rapport Attali qui avait été donc commandé par Claude Allègre, hein, qui s'intitule « Pour un modèle européen d'enseignement supérieur », c'est en 1998. Et alors, dans ce rapport, il y a notamment la volonté de rapprocher les grandes écoles et les universités, mais il y a aussi la volonté de s'ouvrir sur l'espace européen en mettant l'accent sur la nécessité d'acquérir une culture d'entreprise, une logique de professionnalisation, un peu comme dans l'université impériale, sauf que la professionnalisation de l'université impériale, c'était les métiers de l'État, et là que maintenant, ce sont les métiers des entreprises en France et à l'étranger. Et au cœur de ce rapport Attali, il y avait notamment l'idée selon laquelle il fallait que les titulaires de diplômes d'ingénieurs se voient reconnaître, notamment par la création d'un grade nouveau, le grade de master. Alors tout ça a enclenché un certain nombre de choses. La France, accompagnée de nombreux pays européens, les ministres se sont retrouvés à Bologne et puis à la Sorbonne pour construire un espace européen d'enseignement supérieur. En France, pour créer le master, d'abord écrit à IRE en 1999, puis comme nous le connaissons aujourd'hui en 2002. Mais ce qui est à noter, c'est qu'on a conservé donc la notion de grade et la notion de titre, sauf que, comme nous l'a expliqué André Legrand, l'idée qui a été retenue, c'est de surligner les grades les plus importants, le L, la licence, le M, le master, le D, le doctorat, qui deviennent au niveau européen des niveaux de référence et qui permettent donc de réorganiser l'enseignement ici et là. Mais parallèlement, les idées de concurrence, d'autonomie, pas l'autonomie de la LRU, l'autonomie qu'on a développée dans des conférences internationales à Prague, à Salamanque, s'est développée. Et de même, on a développé à l'époque l'idée de liberté d'enseignement, mais conçue non pas comme la liberté de choisir son enseignement, mais l'idée de créer des établissements d'enseignement. Et tout cela a débouché sur un certain nombre de réalisations, notamment sur l'apparition de nouvelles formations, de nouvelles certifications, de nouveaux diplômes, pas toujours très bien contrôlés. Le master a été concurrencé par toute une série de masters écrits ou qualifiés, de masters internationaux, de masters spécialisés, même parfois par la conférence des grandes écoles. Et on a aussi eu un foisonnement au niveau inférieur avec l'apparition du bachelor qui a eu un énorme succès. Et pendant ce temps, sur le plan de la réglementation des diplômes et des grades, on est arrivé à une très très grande complexité. Parce que si en principe, le grade est conféré par un diplôme national, on a vu, à partir notamment de la création du master, des grades pouvant être conférés par des diplômes propres, soit à certains grands établissements, mais soit même à des établissements, ou des universités, oui, par exemple avec la licence professionnelle qui est un diplôme différent de la licence, mais qui permet à ses titulaires d'obtenir le grade de licence. Donc on est arrivé à une très grande complexité avec donc toute une série de diplômes dont on ne comprend pas toujours la logique et qui sont concurrencés
parfois par des officines, par des officines qui appellent une réaction pour protéger celui qui veut se former, pour protéger le consommateur. Alors, cette situation étant présentée, comment peut-on voir l'avenir? Alors, on en a parlé plusieurs fois pendant ces 2 jours. Il y a d'abord un effort de lisibilité, de visibilité à faire. Alors, vous savez que le ministère de l'Enseignement supérieur a notamment, pour améliorer cette lisibilité, présenté une labellisation des différents diplômes qui sont contrôlés par l'État. Qu'il s'agisse des diplômes nationaux, qu'il s'agisse des diplômes propres conférant des grades, qu'il s'agisse des diplômes visés, qu'il s'agisse des diplômes homologués, etc., pour essayer donc de rassurer un peu la population, et qui se traduit notamment par un logotype que l'on accole sur les parchemins qui peuvent être délivrés pour donc avoir ces diplômes. Et puis, ce qui est important de noter, c'est que le ministère nous dit « je vais délivrer des labels pour assurer la qualité de la formation ». Bon, mais c'est aussi un des points sur lesquels on sait que l'on s'attachait depuis l'université impériale. Alors aujourd'hui, que sont devenues ces 2 fonctions, ces 2 garanties? Un grade, il doit garantir la qualité académique. Un grade, il doit garantir la compétence professionnelle. Bon, la qualité académique, il y a eu beaucoup d'évolutions. On a aujourd'hui des diplômes et des formations qui sont encadrés par des cahiers des charges, par des référentiels, etc. Des établissements qui sont accrédités, des contrats qui prévoient ces différents diplômes. Et on a à côté, sur le plan professionnel, des certifications qui peuvent être apportées selon des procédures différentes, notamment selon la procédure de l'inscription au registre national des certifications professionnelles, où on inscrit automatiquement de droit les diplômes nationaux, mais où on peut aussi inscrire toutes les formations qui peuvent être montées ici ou là, et notamment dans l'université, qui a pu se saisir des possibilités nouvelles données par la loi Avenir professionnel de 2018, donc, et de la reconnaissance de blocs de compétences. Et lorsqu'on regarde toutes les formules qui permettent à l'État de dire qu'il contrôle un diplôme, notamment des diplômes propres ou des diplômes visés, il y a toujours un point commun. Le point commun, c'est l'évaluation. L'évaluation qui s'impose aux établissements publics, mais aussi aux établissements privés, surtout quand ils ont pu, eux aussi, recevoir le label comme les établissements supérieurs privés d'intérêt général depuis 2013. Donc, l'évaluation prend aujourd'hui un poids tout à fait important. Pour terminer, je veux dire que si on doit rebâtir un système en se basant sur l'évaluation, encore faut-il savoir par qui cette évaluation va être faite. C'est évident que c'est une évaluation par les pairs, mais à partir du moment où il y a une dimension professionnelle, donc une ouverture à la vie professionnelle, sauf que pour faire cette évaluation, il faut le faire à bonne distance. C'est une critique qui est parfois faite aux écoles d'ingénieurs ou aux écoles de commerce qui sont évaluées par la commission des titres d'ingénieurs ou par la commission qui joue le même rôle pour les écoles de commerce, qui sont parfois considérées comme trop proches des établissements en cause. Bon, on sait qu'aujourd'hui, le HCRS a une vision qui surplombe les différentes évaluations et il a la responsabilité de développer un certain nombre de bonnes pratiques. Tout cela pour vous dire que s'il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain, on pourrait quand même imaginer un système dans lequel l'État reverrait un certain nombre de ces procédures pour jouer son rôle de régulateur non seulement en accordant
les grades, mais de régulateurs en se penchant sur l'ensemble des certifications, qui serait une sorte de régulation de la certification qui relayerait donc le monopole de la collation des grades.